Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme prévu, c'est notre rendez-vous pour vous commenter le chiffre d'affaires du troisième trimestre. Alors volontairement ce soir, ce sera une présentation courte, de manière à ce que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors à ce sujet, vous avez sur ce webinaire un onglet chat où vous pouvez vous dire bonjour, bonsoir, tout ce que vous voulez, et l'onglet questions où vous pouvez poser vos questions, soit en français, soit en anglais. Et nous y répondrons après notre présentation en direct. Patricia, je te cède la parole. Tu commences sur l'activité et le personnel, tout d'abord. Est-ce que nous pouvons juste dire un petit mot parce que nous sommes dans les nouveaux locaux de d'Opaline, salon de webinaire, salle de webinaire. Donc voilà, donc les décors ont un petit peu changé. Voilà, donc c'était juste pour souligner cet événement qui était attendu par l'équipe d'Opaline. Et donc nous avons, comme habituellement, une traduction live en anglais qui est assurée par Neil Trapper, qui a aussi maintenant en fait son box dédié. Donc voilà, donc nous allons commencer en fait ce webinaire par l'effectif du groupe et par nos équipes. Nous tenons particulièrement à remercier la stabilité de remercier nos équipes pour leur fidélité. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Guillaume détaillera le projet que nous avons pour encore fidéliser au mieux nos salariés. Donc à fin septembre, nous sommes 781 personnes au sein de Thermador Group et ses filiales. Donc une certaine stabilité avec des recrutements qui en fait sont sur une tendance un petit peu baissière, mais qui sont en lien en fait avec l'évolution de l'activité de nos filiales. Nous allons passer ensuite sur la diapositive suivante. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter notre chiffre d'affaires à la fin de ces 9 premiers mois. Donc à périmètre constant, nous affichons une croissance à plus 0,8%. Avec ensuite DPI, donc DPI notre filiale qui intervient dans les canalisations plastiques et qui, basée à Monaco, nous apporte un chiffre d'affaires de 33 millions et cette filiale a été acquise fin octobre 2022. Tout cela nous donne un chiffre d'affaires consolidé à plus 8,7% à fin septembre. Si nous revenons sur les deux lignes principales qui sont donc l'activité grand public, donc nos filiales qui œuvrent dans le domaine du bricolage, dans le domaine des groupes électrogènes, donc essentiellement à destination de clients des grandes surfaces. Donc nous avons une croissance de ce chiffre d'affaires à fin septembre, une décroissance de moins 1,1%. Donc cette décroissance est en lien avec essentiellement Mecafer et Domac qui sont des intervenants sur le marché du groupe électrogène. Et l'année dernière, en août 2022 et septembre 2022, nous avions enregistré de très fortes ventes, un volume très important en lien avec des risques de coupure d'électricité en France, mais également avec la situation en Ukraine. Et tout cela avait conduit en fait Mecafer et Domac à avoir de très beaux volumes de ventes, ce que nous n'avons pas retrouvé en août et en septembre 2023. Donc ça, c'était le premier élément à porter à votre attention. Ensuite, nous allons parler du canal professionnel. Le canal professionnel donc, qui regroupe les activités qui sont dans le bâtiment, l'industrie et l'eau et la piscine avec AELO. Donc là, nous sommes sur une croissance de chiffre d'affaires à plus 1,3%. Nous tenons à souligner donc deux éléments essentiels. Ça concerne donc le logement neuf. Nous avons deux filiales PB Tube et Thermacome qui ont, sur le deuxième et le troisième trimestre, enregistré des baisses de chiffre d'affaires. C'est en lien avec les tendances du marché du logement neuf, mais Guillaume vous en parlera plus précisément tout à l'heure. Et l'autre élément concerne Thermador et Isocel, puisque ce sont deux filiales qui, l'an passé et également en 2021, avaient donc de très bonnes réalisations de chiffre d'affaires. Et là, il y a une demande qui est un peu moins importante, moins forte. Nous l'avions déjà vu sur le deuxième trimestre pour Thermador, mais le troisième trimestre a confirmé cette baisse sur le marché essentiellement de la rénovation énergétique. Nous avions donc donné quelques éléments plus détaillés dans nos lettres aux actionnaires numéro 112. Vous avez tout le détail filiale par filiale et vous voyez effectivement que Thermador est en
maintient à 2,9% de croissance, mais ça cache en fait une baisse du chiffre d'affaires sur le deuxième et le troisième trimestre. Donc Guillaume également vous parlera des financements liés à la rénovation énergétique, avec une tendance à une baisse liée au grippage du mode de financement de la rénovation énergétique, des marchés de la rénovation énergétique. La diapositive suivante vous présente l'historique de nos réalisations de chiffre d'affaires par trimestre, donc de 2019 à 2023. Donc vous voyez que le deuxième trimestre et le troisième trimestre est en baisse, ce qui n'était pas le cas sur les trimestres précédents. Il faut rappeler que sur le troisième trimestre de 2022, nous avions une croissance à 14,1%. Donc finalement, la réalisation du troisième trimestre 2023 était aussi à corréler avec la performance que nous avions réalisée l'an passé. Ensuite, cette diapositive montre aussi le poids des trimestres dans nos activités, parce que nous avons des activités qui sont saisonnières. Et, on voit bien que par exemple le T4 avait été très fort, donc il y a une certaine saisonnalité qui s'opère. Et là, on est sur une croissance organique, donc ces chiffres sont corrigés en fait de l'impact des acquisitions qui ont pu être faites durant les 5 dernières années. Donc Guillaume, je te passe la parole. Merci. Sur les faits marquants. Des nouvelles du mécanisme de financement de la rénovation énergétique maintenant bien connu qui s'appelle MaPrimeRénov'. Vous savez que MaPrimeRénov' est payé par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, et que nous avons parlé à la fin du premier semestre de difficultés pour cet organe gouvernemental de payer rapidement les travaux. Donc, nous mesurons actuellement une amélioration, un raccourcissement des délais de paiement, mais ça reste tout de même des délais de paiement très longs. Et donc les acteurs qui sont particulièrement impliqués dans la rénovation énergétique et qui sont les clients de Thermador, par exemple, ces acteurs continuent à souffrir. Voire, pour certains d'entre eux, ils ont délaissé ce marché financé par MaPrimeRénov' et l'ANA. Ce qui explique encore une fois la baisse de Thermador, mais également d'Isocel. Un regard sur le marché de la piscine, toujours pénalisé. Notre estimation d'une baisse de marché de l'ordre de 15% est toujours d'actualité. Cela étant, notre filiale AELO, du fait de sa jeune existence et de son équipe, n'a pas une baisse équivalente à la baisse du marché. Donc, nous continuons à visiter toujours plus de clients et compenser la perte que nous avons chez les clients historiques par des nouveaux clients. Le phénomène de prix, nous avons mesuré à la fin du troisième trimestre, donc sur une période de 9 mois glissants, une hausse de prix répercutés aux clients de l'ordre de 7,2%. Et donc vous voyez que cette même mesure faite à la fin du premier semestre était de 8,2. On voit un phénomène trimestre après trimestre de diminution de cet impact d'inflation, ce qui est tout à fait logique et attendu. Et nous parlerons de nos prévisions pour le quatrième trimestre, l'année 2023, éventuellement un petit peu pour 2024. Rappelez-vous tout de même que l'année dernière, en 2023, sur 12 mois glissants, nous avions un impact de la hausse des prix répercutés aux clients de 10,8%. Donc c'était significativement plus élevé. Un regard maintenant sur le logement neuf en France. Malheureusement, les tendances continuent à s'aggraver, à la fois sur le logement neuf, c'est la courbe qui est en haut, et sur le début des nouveaux chantiers. Donc les chantiers commencés. Donc ces deux courbes sont en décroissance et semblent ne pas vouloir s'arrêter dans la décroissance. Pour rappel, le chiffre d'affaires du groupe directement impacté par les logements neufs, je dirais la part du chiffre d'affaires impacté par les logements neufs
n'est en consolidé que de 10%. Donc notre exposition au logement neuf est quand même maîtrisée. Ensuite, un point sur les statistiques données par le syndicat qui regroupe tous nos clients en sanitaire chauffage. Ces clients en sanitaire chauffage ont mesuré pour la deuxième fois de l'année un chiffre négatif sur le mois d'août. Donc là aussi, nous voyons sur une période de 2 ans cette tendance baissière sur ces métiers-là. C'est lié au logement neuf, mais également à la rénovation énergétique qui, comme l'a dit Patricia, est un petit peu grippée sur cette deuxième partie d'année. Un regard sur les marchés industriels avec cet indice PMI de l'activité manufacturière en France, toujours en dessous de 50, ce qui signifie que le marché est sur une tendance baissière. Et on voit que cet indicateur a même tendance à s'aggraver un petit peu sur le dernier mois, et une vision européenne qui est quasi similaire. Patricia, tu nous parles du BFR, stock et conditions de règlement client. Donc effectivement, sur les stocks, habituellement, ça fait partie des indicateurs que nous suivons. Donc les stocks, en fait, sont restés relativement stables puisqu'ils représentent 195 jours d'achats consommés contre 200 jours en octobre 2022. Nous considérons en fait que nos équipes d'achat, elles ont un travail qui se complexifie puisqu'il faut en fait pouvoir passer les commandes, assurer un bon délai de livraison aux clients, tout en fait adaptant le niveau de stock en fait à des volumes de vente qui peuvent en fait être différents sur les gammes de produits selon les filiales. Donc pour l'instant, c'est un chiffre que nous considérons comme étant positif et que nous allons continuer de suivre puisque la génération de cash dépend effectivement d'une bonne maîtrise en fait de ce niveau de stock. Concernant les conditions de paiement des clients, nous avons également, ça fait partie d'un indicateur que nous suivons, à fin juin, donc nous avons regardé en fait la partie délai règlement et nous continuons de suivre. À fin septembre, il n'y a pas en fait de forte exposition à des clients particuliers. Nous regardons les clients qui ont pu bénéficier de prêts de garantie par l'État, puisque ces prêts ont commencé à être remboursés par nos clients pour vérifier que la situation de trésorerie de nos clients reste saine. Donc ça fait partie du travail de nos équipes de comptabilité client et d'une surveillance au niveau de Thermador pour s'assurer d'une notre exposition consolidée. Donc pas d'alerte, une vigilance, mais ça fait partie de notre vigilance quotidienne. Quelques mots sur les perspectives. Alors, vous avez pu le lire dans la lettre aux actionnaires numéro 112, les perspectives sont plutôt négatives. Et on va vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je rappelle ce que Patricia a évoqué tout à l'heure, nous sommes sur un effet de base extrêmement difficile. Sur le 4e trimestre de l'année dernière, en 2022, nous étions en progression de 15,9%. Donc quand vous êtes l'année qui suit une progression pareille, c'est assez compliqué de prévoir encore des hausses, sachant que en même temps, l'inflation a eu tendance à diminuer. Voilà, je ferme la parenthèse de l'effet de base. En plus, vient se rajouter un effet supplémentaire pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail. Notre filiale DPI est arrivée dans le groupe au mois de fin octobre, donc elle a vécu 2 ans l'année dernière, une partie du 4e trimestre. 2 mois. 2 mois. 2 mois, pas 2 ans. Guillaume veut nous vieillir ce soir. Une partie du 4e trimestre. Et comme vous le savez depuis le début de l'année, cette filiale qui est particulièrement exposée à la déflation, qui a été exposée à la déflation et à la baisse des volumes, a une baisse de chiffre d'affaires qui est supérieure à la baisse du groupe. Donc ça va venir impacter encore un petit peu plus ce T4. Ce qui nous a valu ce commentaire extrêmement prudent sur les perspectives du 4e trimestre. Alors, le logement neuf en 2024. Très sincèrement, je pense qu'il ne faut pas s'attendre sur ce marché du logement neuf à une embellie sur 2024.
Si embellie il y a, ce sera sans doute au courant de l'année 2025. MaPrimeRénov', en revanche, devrait booster un certain nombre de nos produits et aider un certain nombre de nos filiales. Rappelez-vous, la Première ministre Elisabeth Borne avait annoncé dès le mois de juillet une augmentation de l'enveloppe MaPrimeRénov' d'une manière significative, puisque cette enveloppe était portée à 4 milliards en 2024, ou serait portée à 4 milliards en 2024. Et très récemment, une annonce gouvernementale pousse cette enveloppe MaPrimeRénov' à 5 milliards. Et veut absolument, c'est les pouvoirs publics, veulent absolument favoriser les rénovations globales du bâtiment, c'est-à-dire celles qui consistent à faire plus qu'un simple changement de générateur, hein, mais également de l'isolation, de l'étanchéité, de manière à ce que la rénovation énergétique soit véritablement efficace. Cette enveloppe MaPrimeRénov', poussée jusqu'à 5 milliards, sera en plus très clairement fléchée vers des ménages à faible revenu, de manière à traiter le sujet des passoires thermiques qui sont pour les ménages à faible revenu un vrai problème financier. Les certificats d'économie d'énergie, j'en ai déjà parlé, il n'y a pas vraiment de changement, surtout sur 2024. On attend les changements sur 2025, avec une augmentation de 50% de ces obligations pour les fournisseurs d'énergie. Et à partir de 2026, sur la période 6 des C2E, certificats d'économie d'énergie, à partir de 2026, un doublement de l'obligation actuelle. Donc on pourrait arriver à partir de 2026 à des enveloppes annuelles supérieures à 10 milliards et à partir de 2025 à une enveloppe supérieure à 5 ou 6 milliards, ce qui est considérable. Nous suivons également les évolutions réglementaires sur le marché de l'eau potable ou éventuellement l'eau grise. Et vous savez que les pouvoirs publics ont énoncé 53 mesures pour mieux utiliser l'eau en France et moins la gaspiller. Un décret est sorti fin août, un premier décret sur la réutilisation de l'eau. Premier décret qu'on considère comme pas suffisamment précis puisque ce décret traite à la fois les eaux usées retraitées et les eaux de pluie, sur lesquelles nous avons une activité toute particulière. Et pour nous, c'est des sujets qui mériteraient d'être séparés. Donc on travaille actuellement pour éclaircir ces sujets-là, de manière à ce que la réutilisation de l'eau de pluie, par exemple, puisse naturellement servir à l'usage domestique comme les toilettes. Parce que c'est une part de la consommation d'eau des ménages qui est non négligeable. Notre filiale Jetly travaille sur ces sujets et a tous les matériels pour équiper les maisons individuelles de récupérateurs d'eau de pluie et de réutilisation d'eau de pluie. L'industrie à l'international reste aujourd'hui assez, on va dire, les perspectives de l'industrie restent assez sombres, ou en tout cas peu dynamiques, liées aux indicateurs qu'on vous a montrés tout à l'heure et au contexte économique difficile que nous traversons. Donc à la fois sur l'industrie en France et à l'international, nous n'attendons pas des croissances importantes. Nous allons plutôt essayer de mieux travailler les comptes clients, faire de la prospection et être bien présent sur le terrain pour conquérir des parts de marché. Au sujet des prix, l'estimation que nous faisons des hausses de prix répercutées aux clients sur l'année 2023 est d'environ 6%. Sur 2024, cette tendance va être baissière. Il y aura encore un impact des hausses de prix qui ont été passées courant 2023 sur l'année 2024, mais cet impact va se réduire. Il est très difficile de dire aujourd'hui quel sera l'impact global des hausses de prix sur 2024, mais en tout cas, bien inférieur à 6%, ça c'est absolument sûr. Et enfin, nous souhaitons parler de ce projet que nous avons d'un plan d'action gratuite réservé aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe Thermador. Ce plan d'action gratuite a deux objectifs essentiels. Un, continuer à fidéliser, récompenser la fidélité de
de nos salariés et également des dirigeants de société. Et deux, augmenter et atteindre nos objectifs au niveau de la participation des salariés au capital, donc augmenter leur part dans le capital du groupe Thermador. Aujourd'hui, quand on fait la somme de ce que détiennent les salariés actifs et retraités, nous sommes à 7%. Et vous le savez, ça fait partie de nos objectifs 2025-2030. Nous souhaitons monter à 8% du capital. Donc c'est une annonce qui est importante, qui concerne toutes les parties prenantes. L'avantage pour les actionnaires, c'est d'avoir une meilleure garantie de la fidélité, de l'efficacité et de la motivation des équipes qui travaillent dans le groupe. L'avantage pour les salariés, c'est une forme de rémunération plus long terme. Et nous envisageons effectivement que cette rémunération plus long terme soit sujette à deux conditions, la présence et la fidélité, c'est évident, mais également l'atteinte des objectifs de développement durable que nous avons exposés dans notre document d'enregistrement universel et qui sont pour nous extrêmement importants. Mais je pense qu'il y aura des questions sur ce projet qui est aujourd'hui à l'état de projet et qui sera affiné de manière à ce que des résolutions extrêmement précises vous soient présentées à l'occasion de l'Assemblée générale 2024 qui se tiendra à Lyon le 2 avril. Donc vous pouvez d'ores et déjà prendre date. Nous avons prévu un temps important pour les questions, donc il nous reste 40 minutes pour ça. Et sans surprise, la première question qui arrive est concernant le cours de bourse. Donc on nous demande quelle est notre appréciation du cours de bourse actuel. Alors, il est vrai qu'on a eu un langage extrêmement direct, clair et sincère concernant le chiffre d'affaires et l'activité. À la fin du troisième trimestre, nous ne nous sommes pas exprimés sur la rentabilité du groupe. Et peut-être qu'il y a eu une interprétation un peu exagérée sur l'impact que pourrait avoir ce T4 potentiellement négatif en chiffre d'affaires sur la rentabilité du groupe. Et ce qui peut expliquer en partie cette extrêmement forte correction qui, de mon point de vue, a été surprenante sur le titre Thermador vendredi. Alors, cette correction, elle a été de cours, elle a été parallèle à un extrêmement fort volume. Il s'est échangé à la fois sur Euronext et sur toutes les plateformes existantes, environ 76 000 titres vendredi. Encore aujourd'hui, nous avions une activité assez forte en termes de volume. Ça veut simplement dire qu'il y a des investisseurs qui sortent, puisqu'on a vu quand même beaucoup de blocs échangés, mais également certains investisseurs qui en profitent pour rentrer. Alors moi, mon appréciation de la situation, c'est que ceux qui ont l'opportunité de rentrer aujourd'hui font, à mon avis, et nous en reparlerons dans 5 ou 10 ans, une bonne opération à moyen et long terme. Et ce qui est notre démarche dans le groupe Thermador, puisque vous savez que nous préférons toujours des actionnaires qui sont là pour nous accompagner sur des durées longues. Alors quand il s'agit d'un jeune qui veut investir en bourse, je lui parle toujours d'une période de 10 ans, ce qui, de mon point de vue, est le plus exact. Ça peut aussi être extrêmement bénéfique sur une période plus courte de 5 ans. J'ai encore regardé tout à l'heure la courbe qui est en direct sur le site de thermador-group.fr, courbe qui montre la performance du titre dividende réinvesti comparé au CAC 40. Quand on est sur la performance du titre sur 10 ans comparé au CAC 40, nous restons encore aujourd'hui largement supérieurs au CAC 40. Sur une période de 5 ans, nous sommes quasiment au même niveau que le CAC 40. Donc certes, il y a une forte correction du titre en ce moment, mais il faut aussi se remémorer les performances faites sur les 5 dernières années qui se sont traduites sur le cours de bourse. Voilà ce que je peux avoir comme commentaire. Il ne s'agit pas, à mon avis, de paniquer. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de leur argent tout de suite, à mon avis, ce n'est pas le moment de vendre. Ta deuxième question, est-ce qu'elle est en lien avec le cours ou pas? Alors, j'ai une deuxième question sur d'éventuelles guidance pour 2024. D'accord. Tu veux continuer? Parce que moi, j'ai deux autres questions. Je prendrai les questions après. D'accord. Alors, je vais parler... alors, vos prévisions pour 2024 sont vraiment pessimistes. La situation est-elle inquiétante à ce point?
je vous invite quand même à écouter les informations tous les jours et vous voyez que la situation géopolitique et économique est quand même assez préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui nous amène avec prudence, non pas à faire des prévisions, hein, puisque vous le savez, ce n'est pas la tradition du groupe Thermador de faire des prévisions, mais en tout cas donner notre avis sur ce qu'on peut faire sur le chiffre d'affaires à court terme et en 2024. Donc, je trouve que vous êtes un peu sévère vis-à-vis de notre communication. Nous avons simplement dit que nous serions en retrait sur le T4 avec un effet de base qui est, je l'ai rappelé tout à l'heure, extrêmement élevé. Et nous avons dit que l'année 2024 serait difficile. Et on peut être un petit peu plus précis, elle sera particulièrement difficile sur le premier trimestre, puisque au premier trimestre de l'année 2023, nous avions encore des progressions extrêmement fortes. Donc je ne me trouve pas très pessimiste sur 2024, je pense que nous sommes plutôt réalistes sur une conjoncture qui va être difficile pour le groupe Thermador, mais pour beaucoup d'entreprises. Mais Guillaume, on peut peut-être rappeler quand même qu'en début d'année, on avait effectivement rappelé que l'année 2023 avait été une année en fait, en croissance forte et que nous avions une année 2023 qui serait challenging et 2024 le serait également. Donc nous avions déjà communiqué sur cet aspect-là et également sur les tendances sur le logement neuf, parce qu'on voit bien dans les courbes que nous avons montrées tout à l'heure qu'il y avait en fait un décrochage entre les logements autorisés et les logements réalisés. On voyait bien en fait une tendance qui s'amorçait déjà. Tu as tout à fait raison, Patricia. J'ai relu les lettres aux actionnaires qu'on a publiées ces derniers trimestres. Et en fait, on commençait à alerter sur une possible correction de l'activité à partir du troisième trimestre, fin du troisième trimestre de l'année dernière. Donc on voyait bien que cette euphorie post-Covid ne pouvait pas durer comme ça éternellement. Alors, tu veux prendre des questions qui nous viennent de nos investisseurs anglo-saxons? Donc, en fait, moi, j'ai une question de la part de Rainer. So, do you see any major price discounts actions by our customers or competitors? So, est-ce qu'en fait, on constate sur le marché des remises importantes sur les prix de la part de nos clients ou de la part de nos concurrents? Donc, c'est vrai que alors, de la part de nos clients, ce que l'on peut dire, c'est que sur la partie grande distribution, nous avons quand même un certain nombre d'appels du pied, on pourrait dire cela comme ça, de nos clients qui nous disent vous êtes en mesure de nous rétrocéder certaines baisses de prix. Et donc, ça fait partie des négociations. Donc là, en septembre, on a commencé les négociations pour 2024, mais on peut dire quand même que les prix 2023 ont été décidés sur la base des augmentations de prix de 2022. On les a répercutés en 2023. Et pour l'instant, on rétrocède certaines baisses à nos clients, mais de façon, on a un tarif en fait, de base. Et en fait, en fonction de ça, en fonction des clients, en fonction du potentiel, il y a des ajustements, mais ils sont plutôt à la marge. Et nous restons en fait, sur les tendances de prix que nous avions en fait, intégré en début 2023. Donc après, vis-à-vis de nos concurrents, on voit pas. On avait vu des hausses très significatives en fait en début 2023, plus importantes que ce que nos filiales avaient rétrocédé au marché. Donc il n'y a pas forcément de correction très importante sur les prix. Ce n'est pas ce qu'on constate actuellement. Après 2024 sera peut-être un peu différent et là les négociations ont démarré. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur la partie prix? Oui, on avait constaté des baisses de prix significatives sur des pays, j'en ai parlé tout à l'heure, et actuellement ce qu'on voit c'est plutôt une remontée des prix du fait du cours du pétrole. Tu as une deuxième question que tu voulais? Des pays, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas de tarif qu'on envoie à nos clients, un tarif avec une validité sur l'année. Des pays, c'est vraiment un prix en fait au chantier. Donc après, j'ai une question de Matt. Alors je ne sais pas si Neil en fait voit les questions en anglais. Ça, j'ai pas l'information. Vas-y. Je pas forcément. Donc c'est le délai, c'est en fait notre faiblesse. La faiblesse, ça concerne essentiellement cette question, ça concerne essentiellement Thermador, donc notre filiale qui, rappelons-le, a été en forte croissance sur les 3 dernières années et en lien avec la rénovation énergétique.
Donc effectivement, la question, c'est quelle est la part de la faiblesse de Thermador en lien avec les délais de règlement de MaPrimeRénov', et versus en fait la faiblesse du marché macroéconomique. Alors, l'exposition, alors je vais interpréter ça différemment. L'exposition de Thermador sur les produits particulièrement aidés par les dispositifs MaPrimeRénov' est de l'ordre de 40 millions, mais ça, vous pouvez aussi on peut le voir quand on regarde la progression de Thermador sur les 2 ou 3 dernières années. Donc, c'est une façon de répondre à cette question. Si demain, toute aide s'arrêtait sur ces matériels, ça pourrait avoir un impact très significatif sur Thermador. Mais cela étant, je rappelle quand même que les pouvoirs publics ont confirmé, reconfirmé vouloir diminuer l'impact des bâtiments sur l'empreinte CO2 du pays. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui que ces aides s'arrêtent brutalement. Et après, l'autre question, c'est toujours de maths, concerne est-ce qu'en fait on a vu une reprise des paiements de l'ANA. Effectivement, pas de reprise. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on revenait à des délais règlement qui soient un peu plus normaux. Donc ça, c'est un élément important, et ça a commencé à revenir un peu à la normale à partir de juin-juillet, ce qui fait qu'on peut penser que voilà, il faut que en fait, ça se remette aussi en fonctionnement, que les dossiers de financement soient traités, que les chantiers démarrent. Donc tout ça, ça met un petit peu de temps à redémarrer, mais on a vu l'ANA en fait, améliorer ses process, et donc avoir une fluidité des financements qui soit plus acceptable, on va dire, à partir de juin. Et il faut savoir que le mécanisme de l'ANA de financement s'était plutôt grippé à partir de décembre, janvier, vraiment très fortement. Donc voilà, donc on voit que là, on ressent peut-être une baisse de la demande liée à ça, et que sur les 4 prochains 6 mois, on va avoir à nouveau une amélioration avec les annonces qui ont été faites par notre Première ministre. Alors, Olivier pose une question. Bonsoir. Compte tenu de votre prudence pour 2024 en matière de demande, doit-on s'attendre à une forte baisse de marge en 2024, ou voyez-vous des facteurs de résilience? Alors, historiquement, et c'est quasiment une règle économique, quand la demande est très forte, le niveau de marge augmente un petit peu. Quand la demande est moins forte, le niveau de marge diminue un petit peu. C'est la loi de l'offre et de la demande. Non pas que nous augmentons nos prix quand la demande est très forte, mais c'est vrai qu'on a tendance à être plus commerçant quand la demande est plus faible. Donc, quand vous regardez le cycle de la marge dans le groupe Thermador et sa croissance, vous voyez qu'il y a ces variations de marge qui évoluent avec l'évolution de l'activité. Alors, notre meilleur facteur de résilience, ce sont nos équipes. Comme vous le savez, nous sommes une organisation extrêmement décentralisée, et nous donnons la responsabilité du compte de résultat des filiales aux équipes dirigeantes et à tous les salariés des filiales. Donc ça les motive tout particulièrement pour défendre leurs prix et surveiller leurs coûts, et donc défendre la rentabilité des filiales et donc celle du groupe. Donc c'est notre meilleure défense, c'est notre organisation décentralisée. Je te laisse poser l'autre question, après je reprendrai. Mon installateur m'annonce un délai de 50 semaines pour la réception de ma pompe à chaleur OO. Car la demande explose avec MaPrimeRénov'. Pourquoi Thermador constate un ralentissement dans un marché en surchauffe? Perte de part de marché? Alors, excusez-moi, mais je pense que la vérité est plutôt du côté de Thermador et des fabricants de pompes à chaleur. Aujourd'hui, le marché de la pompe à chaleur est en baisse en France. C'est notoire. Et il y a encore un article dans les Échos, ne serait-ce qu'aujourd'hui, qui parle de cette baisse. Donc on n'est pas du tout en train de perdre des parts de marché. Simplement, ce marché qui était prévu en très forte hausse par tous les fabricants à la fois français et européens s'est retourné, et notamment, on l'a déjà expliqué, pour des problématiques de financement. Et aujourd'hui, les délais, et notamment sur les pompes à chaleur les plus vendues, se sont énormément réduits, et les stocks en Europe de pompes à chaleur sont plutôt élevés. Donc je vous invite éventuellement à consulter peut-être un autre installateur, voire une autre marque,
parce que vous risquez d'avoir des réponses sans doute plus favorables. Alors je note tout de même que vous êtes sur une pompe à chaleur haut, alors que le gros du marché aujourd'hui, le volume est sur des pompes à chaleur RO, ce qui est une nuance non négligeable. Donc moi j'ai une autre question de maths, donc concernant toujours en fait les aides au financement MaPrimeRénov'. Et donc à savoir si on peut escompter dans l'année prochaine et dans l'année encore après un retour sur une croissance, et notamment pour Thermador, un retour à la croissance l'année prochaine pour Thermador. Donc, alors, c'est une question difficile. En tout cas, à moyen terme, c'est sûr. Les matériels commercialisés par Thermador, et notamment pour la rénovation énergétique, vont retrouver le chemin de la croissance, qui vont suivre les budgets alloués par les pouvoirs publics. La grande question qui se pose, c'est est-ce que l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat va arriver à irriguer le marché de ces montants qui sont absolument colossaux? Est-ce que les mécanismes des certificats d'économie d'énergie qui vont être boostés à partir de 2025 vont également être irrigués correctement, vont irriguer correctement le marché? C'est la grande question. En tout cas, le potentiel de financement est là et nous avons les partenaires industriels pour répondre à cette demande. Donc difficile de vous dire quand est-ce que le redémarrage va se produire, mais nous avons la conviction qu'effectivement ce redémarrage va arriver relativement rapidement. Et nous avons les stocks de produits également, et des produits européens, donc ce qui est aussi... donc l'équipe de Thermador suit de façon rapprochée, donc ils se sont affiliés en fait, à un syndicat qui est dans l'énergie solaire pour pouvoir suivre en fait, les tendances de financement sur les produits. Donc ça fait partie de notre veille marché qui est importante, puisque ça va savoir quel va être le produit de demain ou quel va être potentiellement le produit où il y aura plus de financement, permet en fait de piloter aussi l'activité. Donc l'équipe est en place, les produits sont également présents, donc on attend ce redémarrage. Luc demande si on considère encore monter nos prix en 2024. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une inertie sur les augmentations faites en 2023 sur l'année 2024, mais en tout cas, la tendance n'est pas aux hausses de prix en 2024. Très clairement, cette période inflationniste est en train de s'estomper. Un petit rappel tout de même pour expliquer aussi pourquoi l'économie ralentit. La Banque centrale européenne lutte contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt. Quand on augmente les taux d'intérêt, on ralentit l'économie également. Donc tout ça, c'est lié et tout ce qui arrive est somme toute assez logique. Donc pour répondre à cette question, globalement, la tendance n'est pas à des hausses de prix sur 2024. Alors, Paul demande si on va pouvoir maintenir notre retour sur les capitaux employés au-dessus de 20%, malgré la légère contraction de votre activité et l'impact dilutif de DPI. Alors, je ne pense pas, je pense que l'impact dilutif de DPI se fait ressentir non pas sur le retour sur les capitaux employés, mais sur la rentabilité, puisque c'est essentiellement là, sur ce ratio financier, résultat opérationnel sur chiffre d'affaires, que DPI est en dessous du groupe. Mais, et on l'a dit particulièrement au moment où on a fait l'acquisition de DPI, la grande qualité de cette entreprise, d'une part, c'est de faire énormément de chiffre d'affaires avec un effectif extrêmement réduit, mais également de faire tout ça sans mobiliser capitaux, puisqu'il n'y a pas de stock chez DPI. DPI est un intermédiaire qui organise la livraison directe des matériels d'usines européennes vers des utilisateurs. Donc le retour sur les capitaux employés, de mon point de vue, ne sera pas pénalisé par l'arrivée de DPI dans le groupe, mais plutôt à terme, à mon avis, favorisé. Donc là encore, je vous invite, pour avoir une anticipation de l'impact d'une période plus difficile pour le groupe Thermador sur le retour sur les capitaux employés, de vous référer aux périodes passées, mais ça fluctue de manière tout à fait raisonnable et on reste sur des retours sur les capitaux employés qui sont extrêmement élevés dans notre profession. Le cours de Thermador est revenu au niveau de janvier 2021. Est-ce si grave? Que faire pour le rebooster? Alors,
on va pas faire de la communication spéciale pour booster le cours, parce que ce serait extrêmement malsain à moyen long terme. Et puis c'est une pratique que nous n'avons pas. Oui, Voilà, enfin, vous connaissez la communication du groupe, hein, on est quand même très raisonnable et très prudent. Et je pense qu'il ne faut pas s'affoler sur des variations de cours à si courte échéance. Un cours qui varie beaucoup sur 2 ans, ce n'est pas le plus important. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument prendre de la hauteur, regarder ce qui s'est passé sur les 5 et 10 dernières années et avoir de la confiance sur les 5 et 10 prochaines années. Compte tenu de ce qu'on a déjà dit sur l'enjeu sur la rénovation énergétique des bâtiments, mais également, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les possibilités qu'on a en France et en Europe de gagner des parts de marché dans le domaine de l'industrie, le besoin essentiel que l'on aura en France de mieux maîtriser le cycle de l'eau, tous ces marchés d'avenir vont nous aider à continuer notre développement et donc, d'une manière très saine, sans doute, remonter le cours à terme qui est, de mon point de vue, aujourd'hui relativement bas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça pouvait être une bonne opportunité, soit pour renforcer, soit pour rentrer dans le capital. Une question de Jean-Pierre sur le chiffre d'affaires de DPI. Alors Jean-Pierre a sans doute fait un petit calcul rapide, puisque si vous prenez le chiffre à la fin du 3e trimestre de DPI, 33 millions, vous divisez par 8,5. Alors c'est quoi 8,5 ? C'est le nombre de mois, sachant que en général sur le mois d'août on compte un demi-mois. Donc le chiffre d'affaires de DPI fin du semestre, fin du trimestre, du 3e trimestre, divisé par 8,5, multiplié par 11, on va dire 11 mois, puisque le mois d'août c'est un demi-mois, le mois de décembre un demi-mois. On arrive sur 42 millions environ, un peu plus, et on se dit, mais où sont les 60 millions qu'on nous a annoncés l'année dernière ? Alors il est clair que la correction d'activité de chiffre d'affaires de DPI est très importante cette année, liée, on l'a dit, à des baisses de volume et à des baisses de prix, donc les deux conjugués. On a bien vérifié avec les dirigeants de DPI qu'il ne s'agissait pas de perte de clients, mais d'une contraction du marché et des prix. Ce qui est le plus important, et ce qu'on a déjà mesuré à la fin du premier semestre, c'est que cette baisse d'activité et de chiffre d'affaires n'obérait pas trop la rentabilité. Et d'ailleurs, vous avez pu voir que la rentabilité de DPI, à la fin du premier semestre, était tout à fait convenable. Donc, je pense que la question La question, en fait, est peut-être liée aussi au complément de prix, puisque cette société... Non, mais tu peux en parler. La question de Jean-Pierre, est-ce qu'on peut s'attendre à un T4 extrêmement fort sur 2023, pardon, par rapport à 2022 ? Non, Jean-Pierre, on ne peut pas s'attendre à un T4 miraculeux qui vienne... En général, pas par rapport à DPI. À DPI, hein, à DPI. Par rapport à DPI. Donc c'est plutôt l'estimation que je donnais, modulo quelques incertitudes, parce que le début d'année des DPI était plus fort que la fin d'année, mais on ne va pas s'attendre effectivement à un bon chiffre d'affaires sur ce 4e trimestre pour DPI. Patricia voulait revenir sur le complément de prix. Parce qu'il y a un lien en fait aussi par rapport à la réalisation sur 2023 de DPI. Nous avions acheté cette société 31 millions, il y avait un complément de prix de 5 millions basé sur un résultat, un EBIT en fait, un résultat opérationnel moyen entre 2022 et 2023. Donc nous nous sommes posé la question donc à fin juin, nous avons refait un point avec l'équipe de DPI en leur disant voilà, le budget de cette année 2023 en termes de chiffre d'affaires, il ne va peut-être pas forcément être au niveau de ce que vous annonciez. Donc ils ont révisé leur budget et donc en fonction de ça, on a recalculé un prévisionnel de résultats opérationnels pour voir si on maintenait dans les comptes le complément de prix. Et on a maintenu au 30 juin le complément de prix. Donc là, effectivement, la question, c'est est-ce que le budget annoncé en juillet par l'équipe de DPI le chiffre d'affaires va être atteint ? C'est ce qu'on est en train de suivre, forcément. Et après, je rappelle quand même que pour 2022, pour DPI, il y avait l'augmentation des prix, parce que lié aux matières premières. Et ça, c'était très significatif. Et après, l'autre élément, c'était une affaire un chantier très important, très fort qu'ils avaient gagné en 2022 et qu'on ne retrouve pas en fait en 2023. Donc l'activité de DPI, d'une certaine manière, est quand même très exposée aux projets, aux chantiers
au chantier des travaux publics. Et donc, d'une année sur l'autre, on ne retrouve pas en fait, forcément ces gros chantiers. Donc, ça peut donner, parce que si on prend le chiffre d'affaires de 2021, on avait communiqué sur un chiffre d'affaires de 47 millions. Au final, 47, 60, on voit bien qu'il y a des proportions, il y a des variations très très fortes. Alors, deux questions de Thierry. La première sur le marché de la piscine, est-ce qu'on a des annulations de commandes? Non, pas vraiment. On a simplement, chez nos clients actifs, un ralentissement des commandes et nous compensons ce ralentissement chez nos clients actifs par de la conquête de nouveaux clients. Ce qui explique pourquoi la baisse du chiffre d'affaires d'Aelo, notre filiale piscine, est moins forte que la baisse du marché, qui est de l'ordre, je l'ai dit tout à l'heure, entre 12 et 15%. Est-ce que nous allons nous positionner sur le secteur de la récupération de pluie, traitement des eaux usées ou autre en vue de la réutilisation? Nous sommes déjà positionnés historiquement sur ces marchés. Alors, je l'ai dit tout à l'heure avec Jetly, qui a tous les matériels nécessaires pour la récupération des eaux de pluie, mais c'est également le cas aussi chez Sferaco, qui a des vannes qui sont spécifiques au cycle de l'eau, tout un matériel spécifique à ces marchés-là. Et également DPI, qui est une société spécialisée dans les canalisations et notamment sur les eaux usées, mais également les eaux potables. Donc nous sommes déjà positionnés sur ces marchés. C'est vrai que nous allons suivre la réglementation de très près, de manière à éventuellement adapter notre offre à la réglementation ou aux opportunités qui vont se présenter à nous. Et là, c'est comme Thermador, on est en fait présent dans un syndicat professionnel pour travailler en fait sur l'évolution des réglementations. Jetly a opéré de la même façon et est présent dans un syndicat professionnel qui est en lien avec l'eau. Et ça nous permet finalement d'être contributifs aussi. Parce qu'on a quand même ces marchés, ils ne sont pas nouveaux chez Jetly. Ça fait depuis des années en fait, qu'on a travaillé sur des gammes. Et on a les gammes prêtes maintenant. La réglementation, certaines fois en France, elle est décidée, mais elle met du temps à s'appliquer. Et c'est ce qu'on a pu voir dans certains domaines. Et dans l'eau, on espère que ça va s'accélérer un petit peu plus vite. Alors bravo pour Luc, nous félicite sur ce projet d'action gratuite et nous demande si on va pouvoir acheter des titres sur le marché pour éviter de créer des nouveaux titres et diluer les actionnaires. Nous avons fait voter, et ça fait historiquement longtemps qu'on fait voter cette résolution, nous avons la possibilité d'acheter des titres sur le marché. Donc c'est tout à fait possible de jouer sur les deux registres, à la fois des achats de titres lorsque le cours le permet et le cash le permet dans le groupe, ou éventuellement de la création de titres nouveaux. Nous essaierons de trouver le meilleur équilibre pour que toutes les parties prenantes y trouvent leur intérêt. Franck, qui est un salarié du groupe, qui connaît bien le marché de la GSB, comment voyez-vous l'évolution du marché de la GSB et par là même celle de vos filiales Mecafer et Audrea? Alors, il y a un article, encore une fois, qui est sorti aujourd'hui dans les Échos. Alors, vous savez qu'on avait l'année dernière l'habitude de vous donner des statistiques sur le marché de des grandes surfaces de bricolage. Et manifestement, les acteurs de ce marché se sont un peu disputés et pour l'instant, nous n'avons plus de statistiques. Cet article des Échos, qui parle d'informations venant des groupes leaders sur ce marché, parle d'une progression qui est très très faible cette année et d'un possible ralentissement l'année prochaine. Autant vous dire que les perspectives de marché après l'euphorie post-Covid sont quand même là aussi difficiles. Ça n'empêche pas nos filiales d'avoir des projets. Alors, il est clair que c'est sans doute des matériels moins chers qui resteront, on va dire, plus facilement à la disposition des Français, comme de la robinetterie sanitaire. C'est des matériels que l'on change, c'est des matériels de besoin. Quand une robinetterie sanitaire arrive au bout de sa vie, on a plus facilité de changer ces matériels-là que, par exemple, pour Mecafer, d'acheter un nouveau compresseur d'air. Donc, c'est vrai que les matériels qui risquent d'être pénalisés dans ce contexte difficile économiquement pour les Français sont les matériels d'équipement type nettoyeur de pression, groupe de soudage ou compresseur d'air. Donc moi, les perspectives d'Audrea et de Mecafer seront forcément modérées l'année prochaine, mais pour l'instant, on n'a jamais donné de chiffres là-dessus, simplement des chiffres de marché. Il ne faut pas s'attendre non plus à des progressions miraculeuses sur ces métiers-là.
Thierry qui revient avec une question. Les small caps sont massacrés en bourse. Vous avez observé une décollecte et une sortie de fonds. Oui, mais je suis assez d'accord avec vous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand le marché est particulièrement nerveux, les investisseurs ont une tendance à se focaliser sur les grandes capitalisations, puisque c'est plus facile de rentrer et sortir du capital d'une grande capitalisation que de celle d'une mid-cap. Pour autant, vous savez que je suis un fervent défenseur des mid-cap, et si vous êtes un investisseur long terme, c'est sans doute pour vous un point d'entrée intéressant dans le groupe Thermador, mais dans d'autres valeurs moyennes qui ont fait leurs preuves à long terme. Damien pose des questions. Vous avez signé 2 contrats fin 2022, électricité et gaz, sur une durée d'1 an. Comment anticipez-vous les prix sur 2024 ? Vous avez emprunté 31 millions sur 7 ans à taux fixe pour financer des pays. Est-il possible de connaître le taux ? Alors, je vais répondre à la place de Patricia. Non sur la deuxième question, parce que nos partenaires bancaires n'apprécieraient pas qu'on divulgue les conditions exceptionnelles qui nous ont été données, mais c'est des taux extrêmement avantageux. Et sur la première question, Patricia, est-ce que tu peux donner une tendance sur les contrats électricité-gaz sur 2024 par rapport à les prix qu'on a payés sur 2023 ? Alors déjà, en fait, on avait signé nos contrats sur le premier semestre, puisqu'on avait anticipé, parce que l'année dernière, on avait attendu en fait, octobre pour pouvoir les signer. Donc là, en fait, on a divisé, on a fait 3,5 x 4 entre l'électricité et le gaz. Ça, c'était pour 2023. Et là, on a réussi à baisser, à revenir à un prix, pas celui qu'on avait en 2022, ça, c'est pas possible, puisque le marché, mais on a quand même baissé au moins de 40%. Donc logiquement, ça devrait se ressentir. Et puis il y a un autre élément qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les plans de sobriété dans nos filiales ont bien fonctionné. Et on a refait en fait un point à fin juillet sur les consommations à la fois de gaz et d'électricité. Et on a constaté des baisses de par les consommations, baisse aussi parce qu'on a continué de mettre en place un éclairage LED. Et tout ça conduit à des baisses en fait, sur les coûts d'énergie. Alors, il nous reste 8 minutes et je vois que j'ai encore 13 questions qui sont en attente. Donc, on va faire de la réponse extrêmement brève et concise. Mais je pense que celle de Jean-Loup, en fait, bonsoir Alors, Jean-Loup déjà. Qu'en est-il du complément de prix sur l'achat de DPI et provisionné à 100% sur 2022 ? On l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est maintenu, puisque la trajectoire de DPI en termes de rentabilité est conforme à ce qui était attendu dans nos accords. Les nouvelles lois sur le foncier disponible et le fait de mettre en place des bâtiments producteurs d'énergie, panneaux solaires sur le toit, êtes-vous dans les clous ? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il y a un décret qui existe et que logiquement on doit accélérer, puisqu'on a quand même un engagement à 2030 de réduire nos consommations de 40%. Donc on est dans les clous. On travaille sur le sujet. Les audits énergétiques ont été faits sur beaucoup de nos bâtiments, plus de 50% de notre surface. On a les premiers panneaux photovoltaïques qui ont fonctionné en 2023, à la fois à Saint-Quentin-le-Félavier sur un de nos gros sites et en Belgique également. Et là, nous avons commencé à utiliser des solutions un peu différentes qui sont des solutions de tracker, où ça nous permet de produire à peu près 48 000 kW par an. Voilà, donc là, on continue. On a 3 autres sites sur lesquels on est en train d'étudier. Donc on accélère sur cette partie-là pour pouvoir en fait, faire en sorte d'offrir à chaque bâtiment une solution qui soit adaptée avec le bâti. Quelle est votre stratégie M&A sur 2024 ? Alors pour les non-initiés, M&A ça veut dire Merger and Acquisitions. Alors est-ce que nous avons l'intention soit de fusionner, soit d'acheter des sociétés en 2024 ? Très sincèrement, actuellement, nous n'avons pas de projet significatif en cours. On a parlé d'un projet de prise de participation minoritaire au sein d'une société qui s'appelle FEMAD Solutions, spécialisée dans le financement de la rénovation énergétique. Ce projet est toujours en discussion. Il se peut qu'il y ait une petite acquisition d'ici la fin de l'année en termes de chiffre d'affaires.
mais pas, à mon avis, très impactante. Et sur 2024, pas véritablement d'opportunité, puisque nous souhaitons prioritairement nous tourner sur des opportunités internationales qui aujourd'hui n'existent pas, en tout cas dans le type de société que nous recherchons. Mais je ne vais pas en dire plus et vous comprenez pourquoi. Donc en tout cas, ne vous attendez pas en 2024 à des acquisitions extrêmement significatives. Félicitations pour Parole de dirigeant dans l'émission de Nicolas Chéron. Merci Jean-Loup. Oui, c'était une expérience assez intéressante qui nous a permis de toucher un public différent. Mais je constate quand même que beaucoup des actionnaires du groupe sont actifs sur les réseaux sociaux, puisque beaucoup ont vu ce webinaire, on va dire. Ma communauté de communes m'annonce que le réseau d'eau potable est pourri à 80%. C'est de la fonte des années 80. Donc c'est percé, ça fuit. Et ce n'est visiblement pas un cas isolé. Cela va représenter un marché énorme pour vous. Certes, les pertes sont colossales en France d'eau potable du fait des fuites dans les canalisations. C'est un marché effectivement très important. Cela étant, on ne pourra pas tout faire d'un coup pour une question économique. Ce qui coûte cher quand il s'agit de rénover les canalisations, ce n'est pas forcément de changer les canalisations, mais c'est surtout tous les travaux qu'il faut faire autour de ça, c'est-à-dire creuser des tranchées, sortir les canalisations, remettre les nouvelles. Vous imaginez, c'est des coûts extrêmement importants. Donc je crains, alors bien évidemment, c'est un phénomène qui est favorable à Sferaco ou des pays par exemple, mais il ne faut pas penser que le marché va complètement exploser pour des problématiques de budget. Il y avait une dernière question sur le transport et la distribution vannes des autres fluides pour vous intéresse-t-il, notamment le gaz? Alors nous avons une activité gaz au sein de la société sectorielle, puisque la société sectorielle propose une solution pour l'arrivée du gaz dans des chaufferies industrielles, on va dire simplement, et tous les équipements qui sont autour de ça. Nous avons également des produits qui peuvent servir à la méthanisation. C'est-à-dire que quand vous avez de la méthanisation dans, par exemple, une décharge ou dans ce type d'entreprise, il faut ensuite conduire le gaz et les canalisations vendues par des pays, ou en tout cas certains produits vendus par des pays, sont particulièrement fléchés vers la méthanisation. Donc pour répondre à votre question, oui, nous avons une activité, des activités autour du gaz, mais à ce jour relativement modeste tout de même. Bon, ben, il est 18h58, je pense que nous avons répondu à toutes vos questions. Alors j'espère que nous avons un petit peu rassuré, en tout cas à moyen long terme, sur le parcours du titre Thermador, en espérant que vous avez quand même passé un bon moment avec nous. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui se tiendra au mois de janvier, dans lequel on vous donnera le chiffre d'affaires du groupe Thermador pour l'année 2023. Ah non, je ne pense pas qu'on fasse un webinaire pour le chiffre d'affaires. C'est une erreur de ma part. On fera un webinaire pour le chiffre d'affaires et le résultat fin février. Mais on me communiquera quand même le chiffre d'affaires Voilà, pour mi-janvier. Donc, vous aurez un communiqué. Voilà. Lettre aux actionnaires ou un communiqué de presse un peu plus synthétique. Ouais. Voilà. Merci à tous pour votre présence et vos questions nombreuses. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Très bonne soirée.